Pour démarrer ce bulletin d'information, direction Kédougou, l'hôpital Néné Fetcha, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Cette infrastructure qui était en bijou il n'y a pas longtemps est devenue aujourd'hui le repère des reptiles qui partagent la salle d'accouchement avec les patients. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Ibrahima Diabakhate. 18 ans après son ouverture, l'établissement de santé financé par la fondation de l'ex-première dame Viviane Wade est dans un état de délabrement avancé. De niveau 1, l'hôpital de Néné Fetcha est passé à un poste de santé dépourvu de tout. Les quelques rares personnels trouvés sur place sont exposés quotidiennement à des dangers, notamment au niveau de la maternité où l'unique sage-femme partage la salle d'accouchement avec des serpents. Il y a tellement de serpents à Néné Fetcha, on fait des accouchements avec des cobras. Ça c'est difficile, j'en ai rencontré une, ça n'est même pas 2 mois. Dans la salle d'accouchement, 2 cobras. Au niveau de la salle d'accouchement, je fais de l'accouchement. Il y a le nouveau-né, il y a la mère qui est sur la table, et il y a les prestataires qui sont là-bas. C'est risqué. Plus de ces difficultés, les accouchements se font à l'aide de torches à cause du manque d'électricité. On fait les accouchements avec les torches. On fait les accouchements avec les torches, parce que le maire nous avait donné des batteries, mais il n'y a pas de soleil pendant l'hivernage. Donc ces batteries ne chargent pas. Les raisons d'une telle situation sont liées en grande partie au manque d'électricité d'une part, mais aussi et surtout au déficit notoire de personnel. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que d'abord, il n'y a pas l'électricité. De deux, il n'y a pas d'électricité, mais il n'y a pas encore de médecin. S'il n'y a pas de médecin, il ne peut pas y avoir un hôpital. Parce que le matériel qui est là-bas, un infirmier ne peut pas utiliser ça. Il y a des services qu'un infirmier peut faire, alors qu'il y a des services que ce n'est que le médecin qui peut faire, le docteur. Donc c'est pourquoi il n'y en a plus maintenant d'hôpital, c'est devenu un poste de santé. En attendant l'obtention de l'électricité, le personnel sanitaire du poste de Néné Fetcha fait avec des torches durant les accouchements nocturnes. Là, on va s'arrêter quand même sur cette situation, Chérif. Je pense que c'est devenu monnaie courante. Les infrastructures sanitaires quand même à l'intérieur du pays, la plupart du temps, sont dans un piteux état. Et puis quand on entend des salles d'accouchement fréquentées par des serpents, quand même, on se dit que là, c'est le comble. Arrêtons-nous d'abord sur cet hôpital Néné Fetcha qui a été rendu célèbre par l'ancienne première dame, Madame Viviane Wade, avec quand même sa fondation. Éducation, santé, je pense que c'était ça. Donc c'est elle qui avait quand même fait ériger cet hôpital dans cette localité très éloignée quand même dans la région de Kédougou, mais depuis la chute quand même du régime d'Abdoulaye Wade, on a vu que les autorités n'ont rien fait pour déjà maintenir cet hôpital en l'état, mais aussi on a vu que depuis, comme la sage-femme l'a dit, c'est des reptiles maintenant à la place des patients et des professionnels de santé, ce qui est quand même déplorable, quelles que soient quand même les motivations de l'ancienne première dame. Je pense que l'État aussi, c'est une continuité. Les autorités devraient continuer à quand même travailler en sorte que cet hôpital quand même soit maintenu. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que des Sénégalais quand même qui venaient là-bas pour la prise en charge. Il y a même des Guinéens. Parce que comme c'est au niveau de la frontière guinéenne, malheureusement, on a vu que ce qui s'est passé et c'est déplorable. Voilà, on espère quand même que des solutions vont être trouvées pour sauver cette infrastructure quand même qui est de développement avancé et quand même il faut se dire que c'est pour les populations, c'est pas pour les animaux. Quand même parce que c'est un hôpital qui a coûté plusieurs milliards de francs CFA, donc il ne fallait pas laisser quand même cet hôpital mourir comme on dit, parce que dans cette situation-là, on va vers la mort de cet hôpital, ce qui est quand même déplorable. Alors, retour à Dakar avec ces 48 heures de grève décrétées par l'amicale des étudiants de la faculté des sciences et techniques, des problèmes d'ordre pédagogique, mais aussi la colère des étudiants qui demandent plus de social, ce que nous écoutons donc avec le porte-parole de l'amicale interrogé par Pape Faragning. J'ai rencontré depuis avant la Covid et durant la Covid-19, on s'est rendu compte que seuls ces derniers n'ont pas été respectés par tout l'environnement portuaire, à commencer par l'autorité portuaire qui devait être le port autonome de Dakar. Toutes les compagnies maritimes ici à Dakar, au Sénégal, tous les consignataires et DP World.
On ne peut pas comprendre que ces derniers, en se bunkerisant, laissent nos agents dehors durant des jours pour soit payer au niveau des banques très limité pour faire les opérations ou bien avoir des BAD avec ces compagnies maritimes. Parce que comme on le dit tous les jours, toutes les guerres ont été négociées autour d'une table après. Donc nous en sommes en appel à toutes les autorités de ce pays afin qu'on n'en arrive pas à ça. Nos excuses, ce n'est pas le bon élément, c'était plutôt les commerçants et transitaires industriels du port autonome de Dakar qui se liguent contre les armateurs qui ont augmenté le prix du transport des conteneurs. 7000 diplômés sans emploi, ce sont des chiffres qui reflètent la problématique du chômage au Sénégal. Et pour le docteur Thierno Thioune, maître de conférence en économie, ce taux découle d'une inadaptation des offres de formation à la demande. Un sujet signé Aminata Mbaresso et Thierno Laurent Mendy. Entre ses mains, une pile de dossiers, des CV en attente d'un emploi. Yves Allé porte la voix des diplômés sans emploi du Sénégal, une association créée en 2011 et qui compte environ 7000 membres à ce jour. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 7000 membres répertoriés. Je ne parle pas des sympathisants et autres. Nous sommes à plus de 7000 membres répertoriés. Et parmi ces 7000, les diplômes démarrent à partir du bac. Nous avons quelques échecs dans nos politiques d'emploi qu'il faut corriger impérativement. Je crois qu'aujourd'hui, nous enregistrons une arrivée très importante de jeunes sur le marché du travail. On l'estimait à 300 000 jeunes qui arrivaient sur le marché du travail. L'ensemble des chômeurs de ces pays constitue notamment plus de jeunes. 25% des chômeurs sont des jeunes qui ont entre 18 et 40 ans. Quelques chiffres sur le sous-emploi des jeunes dans un contexte où le Sénégal est classé 3e par l'Organisation internationale du travail par rapport à un taux de chômage estimé à 48%. Ce qui inquiète, c'est que malgré tous les efforts qui sont consentis dans les politiques d'emploi, dans les institutions de promotion d'emploi des jeunes, on note, et ça c'est au su et au vu de tout le monde, un chômage très chronique et très exacerbé chez les jeunes. Alors, ce qu'on attend de la part peut-être des décideurs, c'est d'apporter les correctifs. Des corrections qui doivent avoir comme fondement l'adaptation des offres de formation à la demande du marché. Nous avons des dizaines et des dizaines de médecins parmi nous qui chôment. Nous avons des dizaines d'infirmiers, de sages-femmes, d'informaticiens. Donc, qu'on ne nous parle pas qu'ils n'ont pas de qualification. Et cela dénote encore un peu de cette dichotomie ou de cette désarticulation entre nos formations et nos capacités d'absorption, n'est-ce pas, de nos diplômés. Alors, c'est bon d'être diplômé, mais diplômé à faire quoi? Ça aussi, c'est la grande question. Et le diplôme intègre le savoir-faire, le savoir-être, mais le savoir-faire. Alors, sur ces questions-là, je crois que nous avons encore des problèmes de vraiment d'harmoniser, n'est-ce pas, nos formations aux attentes du marché. Autre facteur soulevé par nos interlocuteurs, la politisation de certains recrutements et le financement des projets des jeunes. Parlons politique à présent avec la volonté de Serigne Mbaye Thiam de briguer les rênes du Parti socialiste qui fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive. Certains soutiennent qu'ils n'en ont pas le charisme, ce qui n'est pas le cas du professeur à la faculté de droit Ibrahima Kamara qui s'est exprimé dans ce sujet signé Pape Faraning et Diafaraba. Les déclarations de Serigne Mbaye Thiam sont inopportunes et inélégantes. C'est la conviction de Gorgui Ciss. Pour la maire de Yène, le ministre de l'eau n'a pas le meilleur profil pour être le secrétaire général du Parti socialiste. Je pense que quand on a été le premier à proclamer Aminata Mbengue Ndiaye comme successeur de Tanor avec plein pouvoir, je crois qu'on doit être les derniers à lui mettre la pression pour organiser un congrès. Le leadership en politique ne se décrète pas. Un leadership en politique se construit et doit s'adosser sur un certain nombre de critères, parmi lesquels il y a le charisme, ensuite la représentativité populaire, mais également on doit avoir une légitimité historique. Personnellement, je ne crois pas que Serigne Mbaye Thiam soit le meilleur candidat
Pour le professeur de droit Iba Barry Camara, le chargé des élections du PS est dans son droit s'il n'a pas des idées inavouées. Maintenant, c'est tout à fait normal. En fait, s'il est intéressé, rien ne s'oppose à ce qu'il vienne. Maintenant, c'est un appel au pied. Il a toujours soutenu que, en fait, il voudrait toujours être travailler avec le président Macky Sall. Et quand on sait que depuis le décès de Fotanodien, eh bien, le Parti socialiste a voulu justement plus être simplement un parti en fait de contribution ou bien d'accompagnement. Une situation qui peut créer un malaise au sein du Parti socialiste après le feuilleton Khalifa Ababacar Sall. C'est-à-dire, ça ne peut pas créer un malaise si tout le monde se soucie de l'intérêt du parti et du respect de nos textes, notamment les statuts. Mais si nous voulons aller en congrès, je pense que nous devons agir en responsable, nous retrouver, en discuter et arrêter dans le cadre d'un consensus très large, donc des échéanciers. Et je pense que le parti est dans cette logique. Que ça soit direct ou bien indirect, il va sans dire que, en fait, il y aurait donc quelques frictions. Et chacun vous devrait battre campagne pour être simplement élu à la tête justement de ce parti-là. Pour la limitation de l'intérim, Gorgui Ciss précise qu'aucun texte ne prévoit un tel cas de figure. Donc Aminata Mbengue Ndiaye peut être maintenu au poste jusqu'au congrès sans être inquiété. Merci Pape Farening. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall. Direction la Guinée avec Cellou Dalein Diallo qui réclame sa victoire à la présidentielle. Tout à fait, cher Tidjane Diao. Cellou Dalein Diallo a revendiqué sa victoire. La principale figure de l'opposition a tenu un discours devant des centaines ou même des milliers, ces milliers de militants. Il a remporté le scrutin présidentiel dès le premier tour, selon Cellou Dalein Diallo. Il est au micro de Barkaba, notre envoyé spécial en Guinée. Nous l'écoutons. Mes chers compatriotes, malgré les anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. Je saisis cette opportunité pour remercier les partis membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, les nombreux mouvements et associations qui ont bien voulu soutenir ma candidature et tout le peuple de Guinée pour cette marque de confiance. J'invite tous mes compatriotes épris de paix et de justice à rester vigilants et mobilisés pour défendre cette victoire de la démocratie. Déclaration de Cellou Dalein Diallo, la réaction de la CENI qui met en garde tout candidat qui voudrait donc donner des résultats avant l'instance habilitée. D'ailleurs, elle a eu à rappeler que seule la CENI est habilitée à proclamer ces résultats. Du coup, la victoire revendiquée par Cellou Dalein Diallo est nulle et non avenue. La CENI appelle à plus de retenue. En Côte d'Ivoire, les tensions se multiplient à l'approche de l'élection présidentielle du 31 octobre. Une personne est morte et plusieurs ont été blessés lors de la manifestation de l'opposition, alors qu'une mission diplomatique ouest-africaine a appelé pouvoir et opposition à faire des efforts considérables. La procureure de la Cour pénale internationale, CPI, Fatou Bensouda, est en visite officielle depuis samedi 17 octobre. C'est le premier contact officiel entre les autorités issues de la révolution de 2018 et la CPI, et c'est l'occasion pour Khartoum et la procureure d'évoquer concrètement le jugement des crimes commis sous le régime de l'ancien chef de l'État, Omar el-Bashir. Donald Trump a évoqué ce lundi un accord avec le Soudan sur l'indemnisation des familles des victimes américaines d'attentats perpétrés en 1988 en Afrique et s'est dit prêt à retirer ces pays au Soudan et à retirer ces pays de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Excellente nouvelle donc, le gouvernement soudanais qui fait de vrais progrès
a accepté de payer 335 millions de dollars aux victimes américaines du terrorisme et à leurs familles. Une fois versé, je retirerai le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme, a tweeté le président américain. 6 agents militaires russes inculpés aux États-Unis pour des cyberattaques mondiales. Ces 6 membres du renseignement russe ont visé le réseau électrique d'Ukraine, les élections en France en 2017 et les Jeux olympiques de 2018. Une révélation faite par le ministère américain de la Justice. Ils sont accusés d'avoir mené la série d'attaques informatiques la plus destructrice et perturbante jamais attribuée à un seul groupe. C'est tout pour cette page internationale, cher Tidjane Diaw. Merci à vous, Modou Fall. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à Modou Fall et cher Tidjane Diaw pour